Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue donc à Ça se discute, votre rubrique sur votre émission Le Grand Soir. Ce soir, nous avons deux sujets à aborder avec nos invités. On parlera bien évidemment de la cherté de la vie qui est au cœur de cette tournée gouvernementale. Et puis depuis, nous avons quand même des tribunes qui permettent d'avoir quelques pistes de solutions. Voilà, on va pouvoir les évoquer donc pour recueillir les appréciations de nos invités en plateau. Et puis le deuxième sujet, ça rapporte bien évidemment à cette adhésion du Bénin à la coalition internationale contre Daesh. Voilà, que pense-t-il, que pensent nos invités de cette adhésion? Donc on parlera de tout ceci avec nos invités. Ils sont bien présents. C'est Cito Noukouen, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir le plateau et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, vous êtes administrateur culturel et puis à vos côtés, Théodore Moussa toujours. Bonsoir à vous. Oui, à nouveau, bonsoir Romuald, bonsoir le plateau, bonsoir donc aux téléspectateurs. Voilà, Julio Tometti, les juristes, il nous fait l'honneur de partager également ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, j'adresse mes salutations. Très bien. J'espère que vous allez bien, voilà. On va évoquer donc un à un ces sujets que j'avais précédemment donc annoncé à nos amis téléspectateurs. La cherté de la vie au cœur donc de cette tournée gouvernementale entamée depuis le 12 mai dernier. Donc les 117 communes de notre pays ont été prises d'assaut, on pourrait le dire ainsi, par les membres du gouvernement accompagnés des députés. Et on a bien évidemment hier ce dimanche, donc, sur les antennes de télé, nous avons reçu Angèle Toboula, reçu donc l'ancien président de la Cour suprême, donc membre du bureau, du présidium de l'Union progressiste, qui a fait part de ce que nous devons changer les habitudes, parce que ce serait toujours bien de pouvoir manger ce qu'on produit et de produire ce qu'on peut manger. C'est en substance ce que disait Abraham Zinzinokwe sur nos antennes, donc une piste de solution, désormais changer les habitudes, c'est Sitonokwe. Oui, je pense que le président Abraham Zizirohwe est dans la logique de conseiller aux populations ce qu'il faut faire pour assurer un tant soit peu le quotidien. Et je pense que ça me rappelle ce que nous prodiguait Voltaire dans Zadig. Il faut cultiver son propre jardin. C'est-à-dire quoi? Il faut que nous arrivions à trouver les ressources qu'il nous faut, produire et consommer à volonté. C'est vrai, c'est une piste de solution, mais je pense que au-delà de cette solution que nous propose Maître Abraham Zizidoroué, il va falloir que nos commerçants puissent vraiment et de façon sincère et honnête pratiquer la vérité des prix, ce qui va permettre aux populations d'être vraiment servies à bon escient et de ne pas souffrir le martyre. Ceci dit parce que face aux mesures que le gouvernement, les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement, on doit pouvoir sentir, on doit pouvoir ressentir ces effets dans nos assiettes, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Donc il faut que nos commerçants soient vraiment sensibilisés et qu'ils puissent vraiment pratiquer la vérité des prix sur le marché pour permettre aux populations de mieux se servir et d'avoir de quoi manger. Mais Abraham Zizirohwe apporte également une autre solution pour que nous puissions planifier nos dépenses aussi, parce que c'est aussi de notre responsabilité de vivre selon nos budgets, selon nos moyens, pour ne pas extrapoler nos ressources et nous exposer à des déconvenus qui, malheureusement, nous emportent. Voilà ce que je peux dire. Voilà, je l'automatise sur la question. Manger ce qu'on produit et produire ce qu'il faut manger. Je voudrais d'abord, avant de me prononcer, saluer en fait ces quelques pistes de solutions tracées par Maître Abraham Zizidoroué. Il y a d'autres compatriotes aussi qui ont émis de très géniales idées. Nous attendons que d'autres sons de cloche viennent encore pour conforter parce que
on n'est jamais assez éclairé. Le gouvernement même l'a compris, c'est pourquoi il a fallu à un moment donné descendre sur le terrain et recueillir aussi quelque peu l'avis des populations sur ce qu'il faille faire après avoir présenté en fait quelque peu le tableau. Sur les solutions proposées à Abraham Zinokwe, en fait, il faut noter deux choses. Il dit, en substance, de manger ce que nous produisons et de produire, en fait, ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Ça veut dire qu'il y a lieu, au-delà de la consommation, parce que c'est la consommation qui soutient, en fait, la production locale. Nous sommes un peu trop tournés vers les produits manufacturés. C'est le moment, en fait, de revenir à la case départ pour dire qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui à faire pour que dans ma consommation, dans en fait mes plans de dépenses, je plus inclure en fait que donner en fait une certaine dynamique en fait à la production locale. Quand on parle de production locale, ce n'est pas que le gouvernement en amont va faire ses efforts d'accompagnement, de subvention, de ci, de ça. Mais lorsque le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les producteurs locaux, il y a beaucoup de start-up aujourd'hui, mais en fait, ils n'ont pas de marché. Parce que la concurrence, quand vous produisez à faible échelle, le coût est généralement élevé ou bien talonne quelque peu les produits venus d'ailleurs, et nous avons en fait une propension vers ce qui vient d'ailleurs. On n'a pas suffisamment confiance ou suffisamment foi en la qualité de ce qui est produit chez nous, et c'est un véritable problème. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois en parlant des fruits pour dire nous sommes les rares pays, en fait, en parlant des pays d'Afrique, dont que nous nous contentons de manger cru en fait nos productions, mangue, goyave, carottes, ainsi de suite, et qu'il n'y a pas en fait comment dire, une relation entre la production agricole et en fait la production industrielle, de sorte que en fait ceux qui produisent même, en fait, c'est que le coût d'accès est assez minime. Ce n'est que pour la consommation. En fait, les gens n'arrivent pas véritablement à avoir le gain nécessaire qu'il faut par rapport à leur produit. Sauf que généralement, les paysans même produisent à perte. Donc, nous devons redéfinir nos habitudes. Et ça, ce n'est que dans un cadre général, comme vous le disiez tantôt, que les propositions de part et d'autre aillent dans ce sens. Ce que nous vivons aujourd'hui, je voudrais le signifier, ce n'est pas une question peut-être politique ou bien une question partisane. J'ai un ami qui a l'habitude de dire que toutes les questions publiques et d'ordre public ne sont pas des questions partisanes, et que toutes les questions ne sont pas des questions politiques, et que toutes les questions politiques ne sont pas des questions partisanes. Donc nous devons nous dire aujourd'hui que ce qu'il y a, en fait, c'est le Bénin qui est engagé, et nous avons besoin de toutes les voies, en fait, pour aller aux meilleures solutions qu'il faut. Et si toutes les voies se lèvent et nous disons presque la même chose, nous donnons des pistes, en fait, ça va rétablir en fait une certaine confiance. Ce que nous observons sur le marché, en fait, c'est ce manque de confiance-là. C'est quelque peu ce manque de communication que, en fait, chacun essaie de sauver sa tête. En oubliant, quand je parle des commerçants, en oubliant que nous pouvons survivre que, en fait, dans une symbiose, que lorsque, en fait, de point A à point B, tous les équilibres sont maintenus. Lorsque l'équilibre vacille d'un côté, il y a toujours mal. Donc, vous n'êtes jamais en sécurité lorsque l'équilibre économique n'est pas maintenu. Donc, on doit travailler à redynamiser ou bien à nous redonner une certaine confiance. Et ça passe par l'implication. Il y a un ami qui a fait une tribune aujourd'hui. Vous parlez de Lukman Tiyani et Alessis Sagbessi. Qui disait en substance que ce débat intéresse tout le monde. Ce n'est pas une question de position, ce n'est pas une question de tout cas. De sorte que lorsque tout le monde va se lever et dire la même chose sur les solutions on va quitter en fait un certain nombre de considérations aujourd'hui, parce que ce qu'on observe, c'est souvent grave. Les gens transforment ça presque en des railleries en fait. En des railleries ou en trouver un argument pour dire, oui, vraiment, voilà, le gouvernement n'est pas assez performant en fait. Bon, on y reviendra, Julio. Et donc, il est essentiel que nous quittons un certain nombre de considérations pour nous rendre compte que ce qui se passe, si rien n'est fait, ça risque de s'empirer. Et donc, les solutions doivent être recherchées. Je suis pour les solutions. Très bien. Théodore Moussa, c'est vrai, et Julio Automati le disait, il y a quand même d'autres sons de cloche. Par exemple, la tribune commune de Lukman Tiyani et puis Alessis Célestin Agbessi, qui trouve que parmi les pistes de solutions, on doit repenser le modèle de consommation des ménages. Ce n'est rien d'autre que ce que Abraham Zinokwe a dit, par exemple, où nous devons produire ce dont nous avons besoin, et il faut manger ce qu'on produit. Est-ce que
tout le monde doit aller à la terre aujourd'hui. Est-ce que c'est la compréhension qu'on doit avoir? Le président Abraham Zizindoré n'a rien dit de nouveau par rapport à ce qu'il a dit hier. Il n'a rien dit de nouveau. Peut-être les analyses de Lokman Tidjani et de Dr Awisi, oui, là aussi, il n'y a rien de nouveau. C'est peut-être parce que c'est la voix d'un homme politique, d'un ancien président d'institution, que les gens ont voulu enflammer. Mais sinon, tout ce que nous, depuis que cette crise a commencé, cette crise de cherté que nous déplorons, nous en avons parlé ici à plusieurs reprises. Les invités, les collègues, les chroniqueurs, on en a parlé. Peut-être que c'est, je le dis une fois encore, peut-être que c'est parce que c'est la voix d'une autorité politique que ça continue, ça a d'écho. Sinon, on l'a toujours dit ici, mais ce n'est pas... Mais c'est vrai que nous vivons une période très sensible de cherté de tout, mais nous produisons, c'est-à-dire nous devons produire ce que nous consommons. Nous en avons parlé. Prenez l'exemple, regardez un peu sur l'échiquier national, les régions où certains produits, certaines cultures sont je dirais... Dans la consommation. Dans la consommation. Je prends par exemple les tubercules. Quand vous prenez la région de la vallée de l'Oébé, vous avez de la patate douce produite à grande échelle. Vous avez du manioc. Vous avez même dans la région du plateau. Vous allez dans les régions, dans les départements des collines, Ouessé, Tchaorou, etc. Ce sont des tubercules, c'est de l'igname qui est produite à grande échelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez à Pomassé, on sait que Pomassé, dans les régions du Mono, Koufo, même dans la vallée, la tomate elle est produite à grande échelle. Mais grande échelle, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, nous traversons une période où, actuellement, c'est la première saison des mangues. Vous allez à Dantokpa, vers le grand collecteur, vers le siège d'Antokpa, vous avez des centaines de paniers de mangues. Les mangues ne rassasient pas. Attention. Ça participe à la digestion, ça participe à votre immunité fonctionnelle. Vous avez ces mangues qu'il faut manger d'abord avant de vouloir digérer. Non mais écoutez, même la mangue, si vous sentez la fatigue, vous prenez de la mangue, ça vous remonte. En parlant de mangue, je voulais dire une chose. En fait, ce que dit Théodule, c'est de préférer peut-être cette mangue-là à un jus de mangue, d'accord, pris au supermarché. Au supermarché. Alors, ces mangues-là sont là, c'est produit à grande échelle, et ça pourrit là. Le reste, on les délaisse dans le grand collecteur, et ça va vers la lagune, ça crée encore une pollution, etc. Bien d'autres choses. On a parlé de cherté, oui, malgré les mesures qui sont prises aujourd'hui jusqu'à hier, samedi et hier, le bidon d'huile végétale est vendu à 35 000, 33 000, 35 000. Mais alors, si on faisait l'effort de transformer d'abord de produire, c'est pourquoi j'ai dit, le président n'a rien dit de nouveau. Il n'a rien dit de nouveau, excusez-moi de le dire. C'est ce que nous savons, mais on a de la peine à réfléchir, à redéfinir un peu les choses. Mais quand vous dites... à revoir ça. Non, mais quand vous dites, Théodule Moussa, quand vous dites, il faut produire, qui produit? C'est-à-dire que les Béninois, ou les 12 millions de Béninois sont appelés à aller à la terre, ailleurs, dans d'autres pays, vous avez des gens qui sont fonctionnaires, ils sont fonctionnaires, dans le même temps, ils ont de l'espace. J'ai toujours l'habitude de le dire ici. Ils sont nombreux sommes-nous fonctionnaires, quand je mets les Béninois ensemble, à avoir de l'espace, des fermes un peu partout. Des parcelles. Je dirais, qui ne sont pas exploitées. Qui ne sont pas exploitées. C'est vrai que certains ont compris depuis, juste après leur retraite, ils se jettent là-dedans, ils créent. Mais je crois qu'il va falloir, c'est vrai que le gouvernement a réfléchi à créer le FNDA, mais je voudrais que tout le monde soit c'est-à-dire qu'on soit beaucoup plus sensibilisé à cela, que les gens soient impliqués, qu'on aille vers ceux-là, qu'on recense au niveau de toutes les communes, ceux qui détiennent ces espaces-là inexploités, et qu'on pourrait les mettre à profit. Créer ça pour que l'on puisse manger, pour que nous puissions manger ce que nous produisons. Nous produisons beaucoup. Même quand les pêcheurs qui vont sur le lac Aimé, dans les régions, mais les gens, ça donne. Maintenant, comment se fait-il que nous parlons de faim encore au Bénin? Donc, quand nous parlons de la résilience de notre économie, c'est l'occasion de revoir tout ceci pour qu'on ne soit pas forcément dépendant de l'extérieur.
dépendant de l'Ukraine, dépendant de la Russie, dépendant de... Nous avons de l'espace que nous pouvons exploiter et produire. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller sur ce terrain et créer en même temps des usines qui pourront consommer ces produits parce que ce que nous ne pouvons pas, tout ce que nous produisons, on n'arrive pas à tout consommer. Les résidus, le reste, soient transformés et que ça donne lieu à d'autres transformations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a cette préférence. L'autre chose aussi. Aux propositions de Loukman et de M. Abissi, il faut redéfinir les priorités. Les priorités de consommation, il faut redéfinir ça. Il faut que nous-mêmes, à notre niveau, qu'on réfléchisse, qu'on redéfinisse les choses. Parce qu'on ne peut pas tout le temps parler de crise. Oui, qu'il y a crise, d'accord, voilà, le fait est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons... Quand est-ce que ça va finir? Nous ne savons pas. Alors, réfléchissons, redéfinissons les choses pour que nous puissions véritablement manger à notre faim. Parce que vous prenez les bidons d'huile, tout ce que les marchandises qui sortent quand vous allez, je l'ai dit ici la dernière fois, la douane, même les services douaniers s'étonnent de ce que les choses soient encore chères sur le marché, parce que les gens bénéficient, et là ce sont les commerçants, de l'exonération de tout normalement. Très bien. Mais ils sortent, c'est le même problème. Voilà, ce qui fait dire aussi à quand même Abraham Zizinoro qu'il faut aujourd'hui plus de vigilance de la part des populations. Quand on sait que, en fait, il justifiait bien évidemment la pertinence de cette tournée, qu'il faut informer suffisamment la population au fin de susciter en eux cette veille ou la dénonciation également des commerçants véreux. Toujours est-il que, est-ce que le gouvernement, j'avais déjà fait cette question, est-ce que le gouvernement ne met pas au grand jour les faiblesses de contrôle dans les marchés, alors en associant les populations à cette veille? Je pense que nous l'avons assez dit sur ce plateau. On a besoin de tout le monde pour agir. C'est une synergie d'action qu'il faut mettre en place pour contrer cette cherté. Parce que, comme l'a dit Julio tout à l'heure, il y a des portions de population ou de commerçants qui sont toujours là à chercher le profit au maximum aux dépens de la situation et des populations. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et c'est justement ces populations ou ces couches ou cette tranche de commerçants-là, c'est vers eux que nous adressons nos propos pour qu'ils puissent comprendre que, quel que soit Alpha, ils sont responsables de cette surenchère parce que le gouvernement ne peut pas donner une orientation malgré tout ce temps et malgré tout ce qu'on a relancé et que les produits continuent toujours, les prix continuent toujours de flamber sur le marché. Il faut arriver à conscientiser davantage et c'est d'ailleurs pourquoi cette tournée-là est indispensable. Parce que nous, qui sommes à Cotonou, dans les grandes villes, qui sont intellectuelles, nous savons manipuler les informations comme nous voulons, mais les populations qui sont au tréfonds de nos pays ne maîtrisent pas tout. Donc, il faut forcément que les gouvernants aillent vers eux, leur expliquer ce qui se passe pour recueillir également leurs propositions ou plaintes afin de mieux contrôler la situation. Parce que si les populations sont informées, ils ne peuvent plus être justement victimes de la surenchère des produits des commerçants sur le marché. Ils sont obligés de dire « Ah non, c'est pas ce qu'on a dit. Si ton prix est comme ça, moi je vais te dénoncer. » Et à partir de ce moment-là... Mais qui dénonce qui? Parce que même l'achat de la tonne de ciment aujourd'hui, c'est toujours à 80 000. Mais tu n'as pas de reçu. Tu es obligé d'en... Déjà, le fait que nous en parlons ici, ça fait déjà partie de l'enjeu. Donc, la situation mobilisera l'attention de tout le monde et chacun doit y apporter sa contribution pour que nous puissions nous sortir d'affaires. Parce que si nous ne le faisons pas, demain, nous allons arriver à des situations où les gens vont manquer du minimum pour vivre. Tout simplement parce que leurs maigres ressources iront dans ce qu'ils auront à acheter, mais de cher. Très bien. Ça, il faut qu'on l'évite. Voilà. Il y a quand même, Julio parlait de cette proposition, de Loukman Tigay et de Dr Abessi, qui parlait de ce qu'il faut susciter le débat. Aujourd'hui, on trouve que le gouvernement est seul face à cette crise de cherté, en fait, à cette cherté de la vie. Les partis politiques, presque, on n'entend rien. Et alors qu'ici, l'une des pistes de sortie, c'est bien de susciter le débat pour qu'il y ait confrontation des idées.
Les partis politiques, alors, sont... Non, pas forcément confrontation des idées, et parce que en fait, il faut chercher en fait de commun accord les solutions. Et je pense que lorsque, d'une certaine manière, nous sommes d'accord sur les solutions, le reste va suivre. Je ne pense pas en fait, pour faire terre à terre, je ne pense pas qu'il soit, comment dire, utile de jouer le gendarme, que le ministère du Commerce, par exemple, joue le gendarme derrière les commerçants. Si nous élevons ce débat-là comme un débat d'intérêt national, si le gouvernement s'y met, les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, la société civile, la presse, qu'on le dise dans toutes les langues pour dire ce qui nous arrive, il faut un sursaut patriotique national pour venir à bout. Je pense que de fil en aiguille, les gens vont prendre des habitudes. Parce que on risque de créer en fait une situation en voulant régler une autre. Parce que nous avons été, comment dire, mis dans certaines habitudes qui dérangent quelque peu. C'est quoi le problème? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pris la petite bouteille de gaz, je l'ai chargée il y a 2 semaines à 5 000 francs exactement. C'est vrai, le prix de gouvernement, c'était 4 785. Dans ce même Cotonou, il y en a qui l'ont vendu à 6 500 francs. Vous n'avez pas le choix que de le prendre. Vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas le choix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment-là? Lorsqu'on va commencer par dire qu'on va commencer par raisonner ces commerçants-là, vous allez vous constater qu'il y aura une rareté systématique. Les gens vont cacher leur production. Ce qui va amplifier la surenchère, parce que ça va devenir, excusez-moi, comme de la drogue en fait. C'est-à-dire, on va se cacher pour l'acheter, on va se cacher pour le vendre. Le produit devenant rare, ça va prendre encore du coup. Je pense que nous avons à travailler dans cette forme de communication, dans cette forme de patriotique, dans cette forme de débat national, que tout le monde s'y mêle. Lorsque tout le monde s'y mêle, on va quitter... Mais qu'est-ce qui explique la réticence des partis politiques ou les réserves observées au niveau des partis politiques? Nous ne pouvons pas le savoir parce que, en fait, nous avons été... ça n'a pas été dans les habitudes des partis politiques de se prononcer sur les faits socio-économiques. Ou bien, lorsqu'ils vont se prononcer, on va prendre les faits socio-économiques pour y trouver son avantage ou en fait les insuffisances de l'autre. Et c'est ça, ce n'est que cela qu'on va relever. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les rares partis politiques ou bien les rares acteurs de l'opposition, quand ils veulent parler de la situation, ils vous disent non, c'est en une question de gouvernance. On a élevé les taxes, on a fait ça. Ce n'est que en fait ce qu'on vous dit. Donc en fait, on tire le drap de son côté pour trouver en fait les insuffisances des autres, mais on ne nous dit pas véritablement ce qu'il faut faire. Je me demande, est-ce qu'il reviendra au gouvernement d'ouvrir lui-même en fait la voie? Il y a certaines personnes qui ont dit par exemple que cette tournée gouvernementale aurait pu être une autre forme de tournée, non pas une tournée gouvernementale, parce que ça va trop ressentir à de la partisanerie. Donc, on dit, que fait la société civile? Que fait les universitaires? Que fait les chercheurs ainsi de suite dans même domaine? Ils pensent que c'est ceux-là véritablement qui doivent aller sur le terrain expliquer. Parce que, en fait, lorsque la population a mal d'habitude, ils se disent que c'est certainement une mauvaise politique. Ils ne voient pas, en fait, les effets exogènes. Donc, il revient au gouvernement de venir leur expliquer. Mais si c'est d'autres qui viennent leur expliquer, je pense qu'ils comprendront mieux. Et que si tout le monde s'y mêlait, que le gouvernement ouvre, vous l'avez bien dit, il y a le débat démocratique n'est pas que politique sur les accès politiques et partisans. C'est un vrai défi aujourd'hui. Et ce défi-là, si nous le traversons très bien, je pense que même les acteurs politiques pourront l'utiliser à leur fin bien après. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une question internationale. Il faut vite trouver les solutions idéales et il faut que tout le monde s'y mette. Je pense que dans une symbiose, on pourra y arriver. Je ne suis pas adepte de ce qu'il faut commencer par faire la chasse aux commerçants pour espérer, parce que eux-mêmes, lorsque vous les écoutez des fois, bon, chacun dans son monde vit ce qu'il vit, on ne peut jamais comprendre. Donc, il faut aller à des solutions démocratiques, il faut aller à des solutions consensuelles pour amener tout le monde à suivre le pas d'une certaine manière pour nous sauver de cette situation. Le silence des partis politiques. Oui, ou de certaines composantes de la société, parce qu'il y a les acteurs de la société civile également qui sont là, ou d'autres acteurs. Oui, et Julio l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Pendant longtemps, on a été habitué à ne attendre que la réaction du gouvernement. Encore qu'aujourd'hui, le système partisan tel que c'est établi, c'est déroulé aujourd'hui, on n'avait pas cette habitude de porter la voix, parce qu'aujourd'hui, quand on observe, ce sont les partis politiques qui dirigent
en dehors des membres, même là aussi, le gouvernement et les autres entités, je parle des mairies, ce sont les partis politiques qui dirigent aujourd'hui. Est-ce que nous avons cette habitude-là? Les partis politiques soutenant peut-être l'action du gouvernement se réfugient derrière ce que le gouvernement fait. Et on s'est dit, oui, c'est en fait, vous voulez parler des partis politiques de la mouvance. De la mouvance, en fait. Les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de d'abord, l'opposition, je crois que d'abord de la mouvance, on se réfugie derrière ce que le gouvernement fait. Oui, c'est d'ailleurs ça. On n'a presque pas d'arguments. Les quelques-uns qui ont d'arguments, quand vous les écoutez, c'est peut-être des arguments glanés un peu par-ci, par-là, de façon épaisse, qu'ils essayent de monter compte tenu de leur capacité intellectuelle à comprendre les choses, à expliquer. Et donc, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Que ce soit parti de l'opposition, aucun parti politique au Bénin, jusque-là, ne s'est véritablement prononcé sur la cherté tout en donnant des pistes de solutions. Parce que nous avons quand même de grands intellectuels dans les partis, surtout les partis de l'opposition, pour tracer des pistes, donner des solutions. Je crois que c'est cette habitude que nous n'avons pas et c'est à cette école que nous devons aller tous, surtout partis politiques, société civile, ONG, parce que pendant longtemps, société civile s'est mélangée avec ce qui est politique, gouvernance, ONG s'est mélangée à tout, à la politique et aujourd'hui qu'on arrive à serrer les choses, à mettre chacun devant ses responsabilités, on a de la peine à démarrer. Je crois qu'il y a un travail à faire dans ce sens. Peut-être les formations, l'école des partis politiques pourront travailler dans ce sens pour qu'on comprenne qu'il faut un débat politique et que pas que je dirais pas que les partis politiques, la société, mais les universités de haut niveau, les cadres de haut niveau, qu'on réfléchisse et que le travail soit commun, que tout le monde aille sur le terrain. Vous allez observer que c'est général. Vous lisez sur les réseaux sociaux, on parle d'augmentation de salaire dans tel pays, Kenya, Tanzanie, etc. Un peu partout, le Maroc, la Tunisie, un peu partout. Madagascar par ailleurs. Donc, c'est dire que c'est général et ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui crée la cherté, ce n'est encore moins telle personne ou telle personne, c'est une affaire générale. Alors, réfléchissons par rapport à nos réalités. Nous avons de la richesse au Bénin. Nous en avons suffisamment. Mais comment les exploiter, comment les utiliser pour en faire, pour que la population puisse en profiter et pour qu'on ne parle plus de cherté, surtout ce que nous produisons sur notre territoire. Et il faut qu'on change forcément les habitudes alimentaires. Ce n'est que ça. Ça se passe dans la tête. Et donc, changer les habitudes alimentaires, cela voudrait signifier... moi, je ne trahis pas par exemple, quand il y avait augmentation de pain, par exemple, il y avait eu de ces propositions qui dataient de bien longtemps, où on parlait de ce qu'il faut pouvoir substituer au blé, donc le manioc, pour la production du pain. Il est arrivé que un de ces quatre, j'ai appelé l'un des responsables donc, qui coordonne un peu l'association des boulangers et donc du Bénin, et qui a dit que les consommateurs n'apprécieraient pas un pain fabriqué à base donc, du manioc. Et que si l'on devrait même aller à cette option, ce ne serait pas que le manioc, qu'on pourrait faire donc un mélange donc et tout cela. Alors qu'il y a de ces pistes, même en Côte d'Ivoire, je crois que cette option aujourd'hui, les acteurs sont en train de penser à une option pareille. Oui, je pense que le problème est l'habitude. Et si l'habitude ne se change pas du jour au lendemain, c'est clair que le phénomène va perdurer. Et l'histoire de blé, de manioc et de cherté du pain ne date pas d'aujourd'hui. C'est que ça va de mal en pire. Et lorsque on en arrive à une situation comme ça, où les antagonistes, je veux parler bien sûr des boulangers, je veux parler des consommateurs, je veux parler des spécialistes en agroalimentaire et autres, n'arrivent pas à trouver le mécanisme qu'il faut pour que le système qui est possible, parce que c'est clair, c'est démontré qu'aujourd'hui, on peut faire le pain à partir de la farine de manioc avec d'autres ingrédients. Alors, pourquoi est-ce que cette solution-là n'est pas portée au grand nombre pour qu'on change d'habitude en matière de production? Le problème est là. Si cela n'est pas fait, ça voudra dire qu'il y a encore beaucoup
de paramètres à régler au niveau de notre marché et aussi au niveau de notre économie pour que les habitudes puissent changer dans ce sens-là. Si sur le marché, la disponibilité de la farine de manioc n'existe pas et que nous avons le blé en quantité et que le blé, même avec sa cherté, aide à régler le problème, je pense que le problème n'est pas encore réglé. On n'a pas encore bougé les lignes. Donc, c'est ça la réalité des faits. Et je sais qu'aujourd'hui, dans des milieux donnés, cette technique existe et les gens pratiquent correctement la transformation de la farine de manioc en pain est bien consommable et bien digeste. Alors, pourquoi est-ce que cette technique-là ne peut pas être portée sur le marché? Donc, il y a encore une question à régler à ce niveau pour avancer. C'est faisable et il faut qu'on y aille. Je l'ai autrement dit. Oui, il faut, je disais tantôt, il faut aller à des solutions innovantes. On parle d'habitudes alimentaires. Les habitudes, ça commence un jour et nous allons nous y habituer. Il n'y a rien à faire. Ce n'est que ce qui s'offre. Je pense qu'au fil du temps, on va rechigner un peu et nous serons davantage fiers de nous-mêmes. Et vous allez constater, ça va booster en fait la production locale, la production agricole du Wans. Et ça va faire véritablement ce dont je parlais tout à l'heure, l'arrimage entre la production locale et la transformation industrielle, et ainsi de suite. On peut exploiter ça sur plein d'autres domaines pour voir comment nous pouvons arriver à transformer ce que nous produisons en place pour notre consommation. Parce qu'en fait, les deux sont quelque peu liés. Pour arriver à ce titre, quelqu'un a dit qu'il faut soutenir, en fait, comment dire, les artisans ou bien les producteurs locaux. Il n'y a que deux manières. Il y a à leur trouver des solutions innovantes en termes de financement de nouvelles solutions. Et il y a en aval aussi, en fait, la consommation. Ce sont les deux éléments qui permettent de le faire. Et tout à fait, parce que très souvent, on a cette préférence pour les produits venus d'ailleurs. Oui, justement. Et pour, en fait, quoi, il n'y a pas un problème. Moi, quelqu'un a dit même dans ce débat-là que lui-même, il est fier même que le blé prenne du coup. Parce que, en fait, ça fait partie même des solutions économiques que les gens trouvent pour booster quelque peu la production locale. Lorsque peut-être le blé va doubler, tripler de prix, les gens seront obligés de rechercher des solutions à l'interne. Donc, en fait, dans les difficultés que nous avons, ça peut être aussi en fait un levier de transformation pour nous-mêmes, pour nous orienter vers d'autres pistes, pour nous éloigner en fait de ces effets-là qui nous exposent lorsque au niveau, au plan international, les lignes bougent. Nous sommes ceux qui en souffrent le moins parce que en fait nous sommes un pays à revenus faibles. Et parlant de ça, vous avez tous les pays sont en train de le faire. Il faut aussi soutenir en fait les ménages. Soutenir les ménages, c'est en fait par exemple. Bon, ça va. Nous sommes dans la catégorie maintenant de revenus intermédiaires. Ce mécanisme d'augmentation des salaires, ça participe à soutenir les ménages et donc à augmenter quelque peu la consommation. Mais il y a quelque chose. Chacun doit se poser la question. En mangeant, comme le disait, Thomas Sankara, quand vous voyez les grains de riz dans votre plat, on dit la colonisation, ce n'est pas autre chose que ça. Donc, en mangeant le matin à midi, demandez-vous quelle est la proportion en fait de la production locale dans ce que nous mangeons. Si nous pouvons faire cet effort-là, nous allons voir comment nous contribuons, d'accord, à ce que nous disons. On parle très beau français, mais comment nous-mêmes, par nos habitudes, nous contribuons, soit en bien ou en mal, à ce qui est en train de se passer. Mais il y a une chose, on finit par là, c'est-à-dire que certains ne comprennent pas quand même, puisqu'on parlait du manioc, certains ne comprennent pas quand même pourquoi le gari devrait coûter cher. Alors que c'est produit dans notre pays, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, surtout ces derniers temps. Oui, la farine je dirais du manioc d'abord, oui. C'est-à-dire tous ceux qui mangent le pain produit venant du Nigeria, de l'autre côté du Sémé, la plupart de ces morceaux de pain, ces choses de pain sont fabriqués à base de... Ça se fait déjà au Nigeria. C'est pourquoi vous verrez que de l'autre côté, de plateaux, régions, Kétou, etc., ça n'attend pas. Ça va de l'autre côté. Ça, c'est une information, allez vérifier, vous allez voir. Mais maintenant, le gari, qui devient de plus en plus cher, voilà ce qu'on est en train de dire. Ça, ce sont les producteurs.
ce sont les producteurs, les transformateurs aussi qui sont à l'origine de ça. Et ceux qui doivent les amener vers les marchés, on vous dira, le transport, le gasoil, qui transporte ces produits des villages, des points de transformation vers le marché, les centres-villes. Et le gasoil nous coûte cher, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Voilà un peu les problèmes qu'on a. C'est ça, pour ma part, c'est ce qui justifie cette certé, le fait que on nous parle de gasoil est cher. Et l'autre chose, quoi qu'on dise, malgré les contrôles, ces productions-là, des tubercules, vont encore toujours à l'extérieur. Ça va à l'extérieur. Les gens font ces opérations-là la nuit. Parce qu'ils savent que le service, les forces de l'ordre sont là pour contrôler tel que le gouvernement l'a dit. Mais ça continue. Et c'est en cela que moi j'interpelle les autorités locales, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement, même les conseillers de surtout ces régions frontalières au Nigeria ou autres. Mais ça va là-bas en grande quantité. Et quoi qu'on dise, ça ne peut qu'être cher parce qu'on se dit que c'est de l'autre côté que c'est prisé, que ça coûte beaucoup plus cher et ils se font assez de bénéfices. Donc le travail est collectif. D'où la veille des populations, la dénonciation. La dénonciation, et ça soit vraiment une dénonciation et que tout le monde se sent concerné, qu'on se sent véritablement concerné, ne pas mettre toute la charge sur le gouvernement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous prenez du recul, vous observez, c'est comme si c'est le gouvernement qui en est responsable, et donc il assume sa responsabilité. Mais non, il y en a dans certains discours, dans les échanges, certains le disent, mais j'ai dit, mais vous vous trompez. C'est l'affaire de tous, puisque si aujourd'hui, pardon, c'est la période des pluies, c'est vrai que la période des pluies n'est pas systématique avec la production, avec la culture, mais écoutez, la tomate coûte cher. La tomate qui est vendue sur nos marchés aujourd'hui ne sont pas des tomates qui sont produites au Bénin, malheureusement. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là ? C'est des choses qui nous concernent. Donc, ce n'est pas fait du gouvernement. C'est l'affaire de tous. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que notre deuxième sujet, on y va en une prise très rapidement. Le Bénin qui adhère, bien évidemment, à la coalition contre Daesh. On parlait de la lutte contre le terrorisme et on se rappelait de ce message adressé donc à Ford Yacine par Patrice Talon il y a quelques jours, donc il partageait avec son homologue togolais, bien évidemment, les condoléances du peuple béninois et invitait justement à une synergie d'action contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Bénin qui adhère à cette coalition internationale contre Daesh, Julio Tometi, la logique des choses. Oui, un peu la logique des choses, mais ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Et pourquoi une telle coalition, permettez-moi de le dire comme ça conforte en fait une certaine thèse en moi. Et quand on va dans la recherche des causes substantielles, vous savez, quelqu'un a dit comment les gens on peut intégrer en fait nos régions, c'était pas le système des troisièmes. Aujourd'hui, le terrorisme est un instrument aussi de contrôle, devient un instrument de contrôle. Il faut le dire. Pourquoi le Bénin a-t-il senti la nécessité aujourd'hui d'aller à cette coalition contre le Daesh? Il y a cela 2 ou 3 ans, c'était la Mauritanie, le Tchad et un autre pays là. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la menace. Et cette organisation, cette coalition internationale sous le leadership des États-Unis, quels sont les résultats qui ont été enregistrés jusque-là, allez les mesurer. Pas grand résultat. On a dit que cette année ou bien ces 2 dernières années, il y a eu dans le monde un peu plus de 2000 en fait tentatives d'attaques terroristes, et que en Afrique seulement ça représente 45%. En Afrique de l'Ouest seulement, ça représente 45%. C'est comme s'il y a une certaine ruée pour amener des gens forcément à s'engager en fait dans certaines coopérations dont on ne sait pas qu'est-ce que chacun donne, qu'est-ce que chacun gagne. C'est pour moi la difficulté. Quand moi je parle de coopération, c'est la coopération transnationale que le Bénin, le Niger, comme l'organisation G5 Sahel par exemple, de ces organisations régionales qui permettent de réfléchir aux solutions en fait concernant, pour chercher en fait quelles sont les causes substantielles, parce qu'en fait les revendications des groupes djihadistes ne sont pas forcément les mêmes. Les causes des attaques ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut rechercher les causes
ici pour trouver les meilleurs mécanismes. On peut aller chercher les moyens ailleurs, mais moi, je ne pense pas que ce soit une solution qui nous mette à l'abri, d'accord, de participer à une telle organisation, parce que les pays qui y étaient depuis 2014, quand c'est créé, ne sont pas pour autant à l'abri. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de résultats. Et on pourrait, après avoir expérimenté la coopération transfrontalière au niveau régional, aller penser à ces solutions. Mais je pense qu'il faut revenir ici d'abord et non faire un tel grand pont. Très bien. Ça, c'est ton quoi? Non, je pense que c'est des pistes de solutions pour le gouvernement. Et vu la menace terroriste, le gouvernement trouve mieux d'aller justement mutualiser des efforts pour pouvoir trouver des réponses à cette menace terroriste qui court dans notre pays et dans la sous-région. Et cela permettra justement de renforcer les bases sécuritaires de notre pays d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, une organisation comme celle de la Coalition internationale contre le Daesh arrivera forcément à trouver des stratégies, à identifier des moyens pour pouvoir forcément contrer le mal. Et en adhérant à cette coalition, je pense que le Bénin est dans une logique de trouver des solutions idoines pour contrer ce mal, le terrorisme qui aujourd'hui est sans frontières. C'est un mal qui aujourd'hui arrive à créer l'insécurité partout. Et donc, on ne peut pas parler de développement d'insécurité. Donc, le gouvernement trouve judicieux d'aller trouver des solutions pour contrer ce mal et de permettre la mise en œuvre des plans de développement pour le bien de notre pays. Théodore, comme ça? Non, mais quand j'ai eu l'information, j'ai souri un peu. J'ai souri un peu quand je vois les pays ici en terre de cette coalition. Je me pose la question de savoir, et ça, on l'a dit ici, et ça dit qu'on va nous dire que tous ces pays-là n'ont pas encore trouvé les moyens depuis lors que ce problème persiste avec des temps de morts, tant de choses. Je me suis posé la question, je dis oui, mon pays fait désormais partie de cette coalition parce que nous sommes aussi menacés avec beaucoup de réserves. Je dis certainement les autorités ont des paramètres que nous autres chroniqueurs, analystes, commentateurs n'avons pas. Et voilà pourquoi on a choisi d'aller sur ce terrain. Nous croyons que, je crois que nous croyons tous que le Bénin a son compte à gagner, mais il faut réfléchir autrement et aller aux solutions véritablement concrètes, comme on l'a dit dans le résumé, les commentaires qui ont sanctionné ce communiqué, aller véritablement toucher le nœud de ces problèmes pour qu'on en finisse, parce que c'est de l'énergie que nous perdons, ce sont des moyens que nous débloquons au quotidien. Et là encore, je dis, quand j'observe ces pays qui ont signé ce truc, ça me fait sourire un peu. Et il y a tout de même, hein, il faut chercher de l'aide partout. Donc, je crois que c'est dans cette idée. Donc, il faut chercher de l'aide partout. Je ne crois pas qu'il y ait une coalition sous-régionale, et que le Bénin n'y adhère pas. Je ne crois pas. Donc, même si, par ailleurs, un autre pays africain se retire du G5 Sahel, j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Le Mali. Voilà, on aura le temps d'y revenir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, hein, chers invités, j'allais dire. Julio Tomati, merci. Cécile Tonoko, merci. Théodore Moussa, merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de cette rubrique Ça se discute.